Guy Debord. Il s'agit de produire nous-mêmes et non des choses qui nous asservissent. À la fin des années 1950, à l'orée de la Ve République triomphante et sûre de ses valeurs, des jeunes gens et des jeunes filles avec quelque aptitude au dépassement et au jeu, sans connaissance spéciale, plutôt beaux, assurément intelligents, décidèrent d'aller dans le sens de l'histoire, selon leur expression. Le dire ne suffit pas. Aussi le prouvèrent-ils d'emblée avec une simplicité désarmante, une rigueur de chaque instant, une détermination qui laisse, même plus de 50 ans après, pantois. Jeune, beau, inventif, situationniste. Que voulait-il, que proposait-il? Construire la vraie vie. Tel fut leur objectif, ils n'en démordirent jamais. Était-il marxiste? Il répondait bien autant que Marx, disant « Je ne suis pas marxiste ». Quel mouvement révolutionnaire appuyait-il? Par malheur, précisait-il, il n'y en a pas. Était-il anti-révolutionnaire et donc désabusé? Nullement, il précisait, il ne s'agit pas d'appuyer un tel mouvement, mais de le faire, de le définir et inséparablement de l'expérimenter. Dire qu'il n'y a pas de mouvement révolutionnaire est le premier geste indispensable en faveur d'un tel mouvement. Tout le reste est replâtrage dérisoire du passé. Leur position, leur choix, leur projet étaient-ils utopiques au sens d'irréaliste, de fruit des cogitations de doux rêveurs? Ils répondaient, la réalité dépasse la fiction. Entre la richesse des possibilités techniques actuelles et la pauvreté de leur usage par les dirigeants de tout ordre, il n'y a plus à jeter un pont imaginaire. Nous voulons mettre l'équipement matériel à la disposition de la créativité de tous. Rêvait-il de lendemain qui chante? Pas tout à fait. Tout ce dont nous traitons, précisait-il, est réalisable, soit immédiatement, soit à court terme, du moment que l'on commence à mettre en pratique nos méthodes de recherche, d'activité. Étaient-ils nombreux? Un peu plus que le noyau initial de guérilla dans la Sierra Maestra, mais avec moins d'armes. Un peu moins que les délégués qui étaient à Londres en 1864. Aussi fermes que les Grecs des Thermopyles, passant, on va dire, à Lacédémone, mais avec un plus bel avenir. Qui finançait ces jeunes gens et ces jeunes filles si déterminées? Ils répondaient « Nous n'avons jamais pu être financés ». Était-ce grave, facteur d'impuissance et de déception? Non point. Nous avons de telles capacités créatives que nous pouvons réussir tout, presque à coup sûr. S'exprimer ainsi ne suffit pas, il faut prouver, c'est-à-dire soutenir par une énonciation vive et vraie ce type d'énoncé. Ils le disaient eux-mêmes, nos théories ne sont rien d'autre que la théorie de notre vie réelle et du possible expérimenté ou aperçu en elle, aussi parcellaires que soient jusqu'à nouvel ordre les champs d'activité disponibles, nous nous y comportons pour le mieux. Ces jeunes gens et ces jeunes filles, décidés et joyeux, intraitables et ludiques, se nommèrent eux-mêmes situationnistes. Ils ne furent jamais plus d'une quinzaine, pratiquant avec la rapidité du fauve qui bondit l'exclusion des tièdes, des hésitants, des activistes sans rigueur qu'ils avaient accueillis quelques mois ou années auparavant. Comme ils se préoccupaient peu des frontières politiques, des repliements sur les questions purement nationales, ils étaient internationalistes. Leur mouvement s'appela l'Internationale situationniste, l'IS, comme l'on disait. Leurs écrits sont peu nombreux, 3 livres, et la publication des 12 numéros de la Revue internationale situationniste, 1958-1969,
représente 800 pages. Pourtant, sans l'IS, sans ces jeunes gens et ces jeunes filles, notre histoire, dans la culture, l'art, l'orientation marxiste, la pratique politique de type révolutionnaire, ne serait pas la même. Elle aurait été plus lourde, plus triste, plus stéréotypée. L'IS nous aurait-elle apporté la légèreté, la souplesse, l'agilité? À l'écrire ainsi, les situationnistes, il n'y en a plus depuis la fin des années 1960, auraient bien ri. L'insulte aussitôt aurait suivi. Ils n'aimaient pas les admirateurs, les suiveurs, les professeurs, ni les étudiants, les artistes reconnus et les bureaucrates. Ils ne supportaient pas les archivistes et les exégètes, encore moins lorsqu'ils les prenaient pour objet d'étude et de réflexion. Comment oublier qu'ils proclamaient en pleine page d'un numéro de l'IS d'un universitaire qui essayait de les approcher « Monsieur X est un con ». À Claude Gallimard, des éditions du même nom, ils écrivaient « Fils raté de votre père, vous ne serez pas surpris de trouver dans la génération suivante une débilité aggravée. Le merdeux s'identifie naturellement à son tour à votre pauvre rôle parce que, comme vous, il espère hériter. » Discuter avec les situationnistes n'était guère possible, au sens où discuter, c'est débattre idée contre idée. À tout penseur, il préférait le plus petit acte qui fait rupture dans la vie, faisant soupçonner une autre vie, la vraie. Ils étaient contre le dialogue factice qui n'est qu'une participation au spectacle de l'échange. Il leur fallait substituer au spectacle complaisant de la décomposition d'un monde la décomposition radicale du spectacle. Ce en quoi ils n'étaient pas nihilistes. Nous ne pouvons construire que sur les ruines du spectacle, notait-il. D'une certaine façon, commenter l'IS et refuser la vie. Voilà ce que d'abord l'IS nous a appris. Nous voulons passionner la vie quotidienne et pour y parvenir, il faut l'oublier. Il disait « Nous sommes les partisans de l'oubli, nous oublierons le passé, le présent qui sont les nôtres. Nous ne reconnaissons pas nos contemporains dans ceux qui se satisfont de trop peu. » Construire une situation. Pourquoi ce terme de situationniste? Lisons leur définition. Situationniste, ce qui se rapporte à la théorie ou à l'activité pratique d'une construction des situations, celui qui s'emploie à construire des situations. Qu'est-ce qu'une situation construite? C'est, je cite, un moment de la vie concrètement et délibérément construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements. Il ne s'agit pas de transformer le monde, il s'agit de transformer la vie, et par là d'obtenir une décomposition du monde, son remplacement par la vraie vie, tout aussi bien la poésie en acte. Je les cite, visiblement le principal domaine que nous allons remplacer et accomplir est la poésie, qui s'est brûlée elle-même à l'avant-garde de notre temps, qui a complètement disparu. Isolons ce terme de jeu, J-E-U, que la poésie actualise, rend présent et incontournable. Repérons son angle d'attaque. Les forces productives, construites par le capitalisme, ont atteint un développement tel qu'enfin une modification réelle du monde est possible. Cette modification n'est qu'un moyen, un outil, pour que le capitalisme ne cesse d'assurer sa suprématie et la mise en place de rapports sociaux nécessaires à sa perpétuation. Partons, disent les situationnistes, de cette nouvelle possibilité et à partir d'elle, créons enfin des ambiances ludiques choisies. Écoutons-les. La distinction centrale qu'il faut dépasser, c'est celle que l'on établit entre le jeu et la vie courante. La vie courante, conditionnée jusqu'ici par le problème des subsistances, peut être dominée rationnellement. Cette possibilité est au cœur
de tous les conflits de notre temps, et le jeu, rompant radicalement avec un temps et un espace ludique bornés, doit envahir la vie entière. Autrement dit, les forces productives capitalistes créées permettent dès maintenant de modifier de fond en comble le monde pour créer la vie. Voilà la chance à saisir. Les conditions de possibilité objectives pour changer le monde, pour créer la vie, sont présentes. Détournons-les de leur but pour les mettre au service du jeu. Un jeu total, absolu, devenu la vie entière, devenu la vraie vie. Le détournement fut l'un de leurs moyens d'action favoris. Détournement, disent-ils, s'emploie par abréviation de la formule détournement d'éléments esthétiques préfabriqués. Intégration de productions actuelles ou passées des arts dans une construction supérieure du milieu. Autrement dit, les forces productives peuvent transformer objectivement le monde, mais la vie est laissée au dehors intacte, toujours pauvre. Détourner la puissance de ces forces pour réaliser la poésie et la vie créative, c'est produire, selon leur expression, un jeu supérieur. Ne pas détourner, c'est se vouer à l'impuissance. L'art, même d'avant-garde, constitue une catégorie séparée dans la division des pratiques sociales. Il y a l'art d'un côté, la vie de l'autre, le monde économique, ailleurs. Réaliser l'art, l'étendre jusqu'aux limites les plus lointaines d'une société, c'est l'annuler comme art, soit comme activité séparée. La vie sera la poésie, l'art sera enfin accompli grâce à la puissance technico-économique déjà présente. Ils écrivaient l'accomplissement réel de l'individu, également dans l'expérience artistique que découvrent les situationnistes, passe forcément par la domination collective du monde. Avant elle, il n'y a pas encore d'individus, mais des ombres hantant les choses qui leur sont anarchiquement données par d'autres. Nous rencontrons dans des situations occasionnelles des individus séparés qui vont au hasard, leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. La première période, 1957-1962, de l'Internationale situationniste, l'IS, fut consacrée à cette problématique du dépassement-réalisation de l'art. Il s'agissait, je les cite, de soutenir les formes expérimentales d'un jeu révolutionnaire. Guy Debord, dont la présence dans l'IS fut déterminante et qui, il y a quelques années, s'est suicidé dans la petite ville d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône où il s'était retiré, a magistralement montré l'enjeu d'une action dans la culture dans ses 7 thèses sur la révolution culturelle, datées du premier numéro de l'IS en juin 1958. Premièrement, l'esthétique traditionnelle a un but, je cite, « La beauté est inséparable de la durée et tend même à une prétention d'éternité. Fixité étant cyclique et répétitif, sont inséparables. À rebours, le but des situationnistes est la participation immédiate, comme ils disent, à une abondance passionnelle de la vie, à travers le changement de moments périssables délibérément aménagés. Aménagés, c'est-à-dire construits pour l'occasion de façon éphémère et souple. Je cite, « Les situationnistes envisagent l'activité culturelle du point de vue de la totalité, comme méthode de construction expérimentale de la vie quotidienne, développable en permanence avec l'extension des loisirs et la disparition de la division du travail. La pratique artistique, donc, ne sera plus parcellaire, limitée, fragmentée. Elle sera totale, comme le capitalisme lui-même tend, du reste, à être total. Deuxièmement, l'art n'est pas une pensée, c'est, comme ils disent, une organisation directe
de sensations supérieures. Qui dit sensation fait évidemment surgir le corps vivant. 3. Comment passer de l'utopie à l'expérimental. Je les cite. Il n'y a pas de liberté dans l'emploi du temps sans la possession des instruments modernes de construction de la vie quotidienne. L'usage de tels instruments marquera le saut d'un art révolutionnaire utopique à un art révolutionnaire expérimental. Être artiste est dans cette optique être révolutionnaire par définition. Dépasser l'art en le réalisant, en l'annulant comme activité séparée, prise dans le spectacle distancié, aliéné du monde, c'est réaliser la lutte des classes, c'est mettre les forces productives et leurs instruments au service de tous pour autre chose. Et cette autre chose, c'est la vie quotidienne, pensée contre l'abstraction du capital. 4. Comment s'organiser? Comment agir in concreto? Les situationnistes devront mettre en place, comme ils disent, une tentative d'organisation de révolutionnaires professionnels dans la culture. Il ne s'agit pas de faire de l'art, mais de démantibuler les formes de l'art actuelles, même d'avant-garde, pour expérimenter la vie. 5. Les situationnistes sont-ils de nouveau romantiques révolutionnaires? Non, clame Debord, ou plutôt ils le seront dans l'exacte mesure de leur échec. 6. Les situationnistes aiment-ils l'art? Sont-ils attachés à cette activité séparée qu'ils veulent dépasser, réaliser? Bref, qu'est-ce qui retient encore ces jeunes gens et ces jeunes filles au monde d'alors et au monde d'avant? Écoutons-les. Ceux qui veulent dépasser dans tous ces aspects l'ancien ordre établi ne peuvent s'attacher au désordre du présent, même dans la sphère de la culture. Il faut désormais lutter, précise-t-il, pour l'apparition concrète de l'ordre mouvant de l'avenir. Mais cela ne suffit pas. Aussi, ils ajoutent qu'il faut mener à leur destruction extrême toutes les formes de pseudo-communication pour parvenir un jour à une communication réelle, directe. Ce serait l'abolition du spectacle et l'avènement de la situation construite. Je cite, « La victoire sera pour ceux qui auront su faire le désordre sans l'aimer. » Nombreux parmi les exclus de l'IS entrent dans cette catégorie. Ces exclus-là aimèrent le désordre qu'ils causèrent plus que la destruction toujours vive et mouvante qui, à se produire, aurait dû les transformer comme artistes. 7. Dans le monde de la décomposition, nous pouvons faire l'essai, écrivait-il, mais non l'emploi de nos forces. Autrement dit, surmonter la décomposition n'est possible qu'en commençant, hic et nunc, des constructions supérieures. Les artistes révolutionnaires, pris à peaufiner leurs œuvres, ont trop attendu. Il faut mettre en place ces constructions supérieures, c'est-à-dire tout à la fois totales et mouvantes, sans repérage externe. En 1960, il martèle cette nouvelle fonction de l'art, irréductible avec toutes les pratiques artistiques existantes, dans un manifeste. Premièrement, je les cite, contre le spectacle, la culture situationniste réalisée introduit la participation totale. 2. Contre l'art conservé, c'est une organisation du moment vécu directement. 3. Contre l'art parcellaire, elle sera une pratique globale portant à la fois sur tous les éléments employables. 4. Contre l'art unilatéral, la culture situationniste sera un art du dialogue, un art de l'interaction. Pointons ce mot de culture qu'ils utilisent. Il y aura, si on les entend bien, une culture situationniste
pensée comme une modalité expérimentale de vivre la quotidienneté. Il n'y a pas pour autant d'art ou de poésie situationniste. Il ne peut y avoir qu'un usage situationniste de ces moyens, pour reprendre leur expression. La remarque a son importance, car les situationnistes ne produisent pas des objets dans le champ de l'art. Leur but est de modifier la vie, soit ce qui est inéchangeable, inconservable dans un quelconque musée. Répétons-le en les citant, en ce moment la domination accrue de la nature permet et nécessite l'emploi de pouvoirs supérieurs de construction de la vie. Et nos situationnistes, sûrs d'eux d'ajouter, c'est maintenant, dans l'international situationniste, que s'organise l'activité artistique unitaire de l'avenir. C'est en ce point que la référence à Marx est la plus pertinente. Une action situationniste se fonde, je cite, sur une pratique de l'arrangement du milieu qui nous conditionne. Le constructeur de situation, si l'on reprend un mot de Marx, en agissant par ses mouvements sur la nature extérieure et en la transformant, transforme en même temps sa propre nature. La dérive, terrain passionnel, objectif. Venons-en aux actions concrètes situationnistes. Choisissons l'une d'elles à la richesse insoupçonnée, sauf par ses acteurs, ses viveurs d'alors, la dérive urbaine comme il la nomme. Donnons sa définition, mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine, technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Se dit aussi, plus particulièrement pour désigner la durée d'un exercice continu de cette expérience. La dérive est une expérience dans le cadre pratique du milieu urbain. Dériver dans la ville, c'est admettre l'existence, je les cite, d'effets de nature psychogéographique, et c'est affirmer, je les cite à nouveau, un comportement ludique constructif, ce qui l'oppose en tout point aux notions classiques de voyage et de promenade. Concrètement, une ou plusieurs personnes commencent à entrer dans une partie de la ville et sans but, sans orientation, se laissent aller à la dérive. Elles s'offrent, je cite, aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. La vie quotidienne dans l'espace urbain est présence. Dériver, c'est accepter de la rencontrer par hasard. La grande hypothèse de la psychogéographie situationniste, basée sur l'expérience, est que cet espace vivant de la ville n'est pas neutre. Il n'est pas que repère cartographique. Au contraire, existent des différences, des points d'intensité et de calme, ou bien alors de vide. Je cite, du point de vue de la dérive, il existe un relief psychogéographique des villes, avec des courants constants, des points fixes et des tourbillons qui rendent l'accès ou la sortie de certaines zones fort malaisés. Il y a des atmosphères différentes, des variations d'intensité. Le terrain où se meut la dérive est un terrain passionnel objectif, suivant leur expression. Et la référence à Marx se précise, je cite, le caractère principalement urbain de la dérive au contact des centres de possibilités de signification que sont les grandes villes transformées par l'industrie, répondrait plutôt à la phrase de Marx « Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage, tout leur parle d'eux-mêmes, leur paysage même est animé. » Dériver serait s'affronter au vrai visage de la lutte des classes, s'affronter à ce qui ne se voit plus et qui est pourtant l'histoire de ceux qui s'y meuvent. La dérive est inséparable d'un projet de transformation volontaire et consciente du monde et de la ville où s'inscrivent les rapports sociaux que le capital implique, capital qui abstractise la vie.
Poursuivons sur les détails concrets, précieux et précis qui font une expérience de dérive urbaine. Sa durée. Je cite, la durée moyenne d'une dérive est la journée, considérée comme l'intervalle de temps compris entre deux périodes de sommeil. Plus généralement, la dérive dure quelques heures, surtout, disent-ils, la dérive se déroule souvent en quelques heures, délibérément fixées, ou même fortuitement pendant d'assez brefs instants, ou au contraire pendant plusieurs jours, sans interruption. Son champ d'application, le champ spatial de la dérive, je les cite, est plus ou moins précis ou vague selon que cette activité vise plutôt à l'étendue d'un terrain et à son étude ou à des résultats affectifs déroutants. Il ne faut pas négliger le fait que ces deux aspects de la dérive présentent des multiples interférences et qu'il est impossible d'en isoler un à l'état pur. Dériver, je me dois d'y insister, n'est pas déambuler dans une ville pour alimenter sa pensée ou sa rêverie. Rien n'est plus éloigné de la dérive que, par exemple, les promenades poétiques d'un Jean-Paul Fargue surnommé le piéton de Paris. D'une certaine façon, il faut savoir faire le vide en soi, être pris par l'oubli pour étudier les ambiances au dehors qui font l'espace urbain. Le psychogéographe n'est pas seul dans sa pensée à l'attente d'une étincelle poétique. C'est un viveur, c'est le mot des situationnistes, qui veut savoir pour transformer la vie réelle. Ils écrivent « Le monde dans lequel nous vivons, et d'abord dans son décor matériel, se découvre de jour en jour plus étroit, il nous étouffe. Nous subissons profondément son influence, nous y réagissons selon nos instincts au lieu de réagir selon nos aspirations. En un mot, ce monde commande à notre façon d'être et par là nous écrase. » L'expérience de la dérive sert à faire l'épreuve de ces influences, de ces contraintes, de cet écrasement que le monde capitaliste impose par son décor matériel, par ses modalités de spatialiser, de socialiser dans la vie quotidienne les rapports sociaux. La dérive n'est pas un amusement, une bricole pour se divertir. Il disait « ce n'est que de celui du monde, ce n'est que de son réaménagement, ou plus exactement de son éclatement, que surgiront les possibilités d'organisation à un niveau supérieur du mode de vie. » La dérive, ainsi conçue, est une stratégie. Elle dresse une cartographie de l'ennemi, là où on le supposait ni présent et ni actif, là où il se voulait invisible, inconnu, caché. Dans le décor urbain, je les cite, les situationnistes se sentent capables, grâce à leurs méthodes actuelles et au développement prévu dans ces méthodes, non seulement de réaménager le milieu urbain, mais de le changer presque à volonté. La psychogéographie est une de ces méthodes. Revenons au glossaire qu'ils utilisent, à pratique nouvelle, mot nouveau. Psychogéographie. Étude des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus. Psychogéographique, relatif à la psychogéographie, ce qui manifeste l'action directe du milieu géographique sur l'affectivité. Psychogéographe qui recherche et transmet les réalités psychogéographiques. Le psychogéographe, ainsi défini, est tout à la fois un praticien et un théoricien. Il transmet ce qu'il a découvert et éprouvé dans son corps, sa vie, son désir. La psychogéographie, c'est, pourrait-on dire, la science-fiction de l'urbanisme. N'oublions pas qu'à la fin des années 1950, la France voit ses premiers grands plans d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'ordonnancement urbanistique des ceintures, des banlieues et des grandes villes, le développement doctrinal et pratique du fonctionnalisme, etc. Debord précise les résultats concrets à en attendre.
Je le cite, « Les enseignements de la dérive permettent d'établir les premiers relevés des articulations psychogéographiques d'une cité moderne. Au-delà de la reconnaissance d'unités d'ambiance, de leurs composantes principales et de leur localisation spatiale, on perçoit leurs axes principaux de passage, leur sortie et leur défense. On en vient à l'hypothèse centrale de l'existence de plaques tournantes psychogéographiques. On mesure les distances qui séparent effectivement deux régions d'une ville et qui sont sans commune mesure avec ce qu'une vision approximative d'un plan pouvait faire croire. On peut dresser une cartographie influentielle qui manquait jusqu'à présent et dont l'incertitude actuelle, inévitable avant qu'un immense travail ne soit accompli, n'est pas pire que celle des premiers portulans, à cette différence près qu'il ne s'agit plus de délimiter précisément des continents durables, mais de changer l'architecture et l'urbanisme. Description longue, mais particulièrement judicieuse, pour définir ce qu'est la psychogéographie et ce que les situationnistes en attendaient pour le jeu qui changerait la vie. Le psychogéographe situationniste est un aventurier dans la jungle des villes d'aujourd'hui. Certains de ces jeunes gens et jeunes filles jouèrent même leur vie dans de telles expériences. En aucun cas, elles n'étaient de tout repos. Ainsi titre un numéro de l'IS, Venise a vaincu un jeune situationniste anglais, Ralph Rumney. Alors qu'il essaye de dériver, Rumney est arrêté, il devient statique, paralysé, il ne peut plus explorer l'espace social et ses modes d'emploi, il ne parvient plus à l'usage passionnel de la vie. Rumney, disent les situationnistes, vient donc de disparaître. Voilà que la jungle vénitienne a été la plus forte et qu'elle se referme sur un jeune homme plein de vie et de promesses, qui se perd, qui se dissout parmi nos multiples souvenirs. Rumney sera aussitôt exclu de l'IS. Riche est le témoignage en 1954 d'Ivan Tchetlov, qui, sous le nom de Gilles Yvain, avait rédigé en 1953 un merveilleux texte, Formulaire pour un urbanisme nouveau. Je le cite, « La dérive au fil des actes, avec ses gestes, sa promenade, ses rencontres, était exactement à la totalité ce que la psychanalyse, la bonne, est au langage. Laissez-vous aller au fil des mots, dit l'analyste. La dérive est bien une technique, et presque une thérapeutique. La dérive continuelle est un danger dans la mesure où l'individu avançait trop loin, non pas sans base, mais sans protection, est menacé d'éclatement, de dissolution, de dissociation, de désintégration, et c'est la retombée de ce que l'on nomme la vie courante, c'est-à-dire en clair la vie pétrifiée. Dans cette mesure, je dénonce maintenant la propagande pour une dérive continue du formulaire. Nous avons pratiqué en 1953-1954, 3 ou 4 mois. C'est la limite extrême, le point critique, c'est miracle. Si nous n'en sommes pas morts, nous possédions une mauvaise santé de fer. Amusement, distraction pour la dérive? Nullement. À trop la pousser, la mort est au rendez-vous, la vraie et l'unique. Ces jeunes gens et ces jeunes filles, Gilles Yvain avait 19 ans, n'étaient pas des esthètes, ils savaient l'enjeu d'une pratique décidée, hors tout romantisme, et Yvain, qui fit l'épreuve de la dérive, ira même jusqu'à dire « Il est pratiquement impossible de lutter contre l'architecture. » Notons ce mot « lutter », puisque c'est d'un combat qu'il s'agit, et la mort est un de ses enjeux. L'urbanisme unitaire, la situation enfin réalisée. La dérive expérimentale est inséparable de ce à quoi elle doit parvenir. Son intégration dans l'urbanisme unitaire. L'UU. L'urbanisme unitaire, je cite les situationnistes, est la théorie de l'emploi d'ensemble des arts et techniques concourant à la construction intégrale d'un milieu en liaison dynamique avec des expériences de comportement. L'UU
est fait pour les situations construites. Si l'environnement spatial, architectural et urbanistique est oppressant, alors il est un enjeu de taille. Faisons, disent les situationnistes, des villes des lieux passionnels où la vie sera autre. Je les cite, il faut construire des atmosphères inhabitables, construire les rues de la vie réelle, les décors d'un rêve éveillé. Construire un milieu, c'est assurer la jonction de ce qui est encore socialement séparé, l'art dit d'avant-garde d'un côté et l'état des forces productives de l'autre. Ce que les dérives ont permis de découvrir, il s'agit désormais de l'appliquer. Le situationniste est devenu psychogéographe, maintenant il lui faut être urbaniste. L'architecture, disait Gillivin en 1953, est le plus simple moyen d'articuler le temps et l'espace, de moduler la réalité, de faire rêver. Il ne s'agit pas seulement d'articulation et de modulation plastique, expression d'une beauté passagère, mais d'une modalité influentielle qui s'inscrit dans la courbe éternelle des désirs humains et des progrès dans la réalisation de ces désirs. L'architecture de demain sera donc un moyen de modifier les conceptions actuelles du temps et de l'espace. Elle sera un moyen de connaissance et un moyen d'agir. Le complexe architectural sera modifiable, son aspect changera en partie ou totalement, suivant la volonté de ses habitants. Autrement dit, le cadre urbain ne sera plus une contrainte qui conditionne les pratiques de la vie quotidienne, il ne sera plus fixe, mais mouvant, transformé sous la pression des volontés et désirs de chacun, et donc de tous. L'urbanisme unitaire rendrait enfin actuelle la célèbre phrase attribuée à Lautréamont et si souvent citée. La poésie sera l'affaire de tous, et non plus d'un seul. Sur les bases de cette civilisation mobile, l'architecture sera, au moins à ses débuts, un moyen d'expérimenter les 1000 façons de modifier la vie en vue d'une synthèse qui ne peut être que légendaire. Pratiquement, les habitants de cette nouvelle ville dériveront. Perte voulue de tout procès de centration, d'ordonnancement à partir d'un point fixe. Le mouvement est prévu sans fin et sans début. Aucun regard cartographique ne pourrait donner les formes et limites stables d'un tel espace urbain. La déclaration d'Amsterdam, signée Debord et Constant du 10 novembre 1958, fait de l'UU l'enjeu prioritaire de l'action des situationnistes. Il le martèle, comme à l'accoutumée, sous forme de thèses sèches et rigoureuses. 1. Je cite, « La possibilité d'une création unitaire et collective est déjà annoncée par la décomposition des arts individuels. L'architecture et l'urbanisme seront ces œuvres supérieures qui se superposent à la société elle-même. 2. Le programme minimum de l'IS est l'expérience de décor complet qui devra s'étendre à un urbanisme unitaire et la recherche de nouveaux comportements en relation avec ces décors. 3. L'urbanisme unitaire se défie dans l'activité complexe et permanente qui consciemment recrée l'environnement de l'homme selon les conceptions les plus évoluées de l'humanité. 4. La création d'ambiances favorables à ce développement est la tâche immédiate des créateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire des situationnistes eux-mêmes. Donnons vie à ces affirmations programmatiques. Un texte titré « L'urbanisme unitaire à la fin des années 50 », paru dans le numéro 3, 1959, de l'IS, nous y aide. L'UU n'est pas une doctrine d'urbanisme, mais, comme ils disent, une critique de l'urbanisme. De même, Debord rappellera qu'étudier la vie quotidienne, ce que faisait un laboratoire du CNRS dirigé par Henri Lefebvre, n'a aucun intérêt, si ce n'est pas pour explicitement le changer de fond en comble. Au passage, que l'on se rassure ou que l'on s'inquiète, selon Debord, qui s'enorgueillissait de n'avoir jamais travaillé,
n'a pas intégré un organisme de recherche après ces années situationnistes. On peut peut-être dire de lui que la rigueur de sa pensée passa dans sa vie concrète, ce qui est rare. Revenons à notre texte et isolons, perle rare, un exemple d'urbanisme unitaire. Je cite: « L'urbanisme unitaire est opposé à la fixation des villes dans le temps. Il conduit à préconiser au contraire la transformation permanente, un mouvement accéléré d'abandon et de reconstruction de la ville dans le temps et à l'occasion aussi dans l'espace. » Voilà l'exemple. Je cite: « On a pu envisager de tirer parti des conditions climatiques où se sont développées déjà deux grandes civilisations architecturales, au Cambodge et dans le sud du Mexique, pour construire dans la forêt vierge des villes mouvantes. Les nouveaux quartiers d'une telle ville pourraient être construits toujours plus vers l'ouest, défrichés à mesure, tandis que l'est serait à part égale abandonné à l'envahissement de la végétation tropicale, créant elle-même des couches de passage graduel entre la ville moderne et la nature sauvage. » Gardons cette image d'une ville mangée par la jungle qui se déplace et dérive en tant qu'unité mouvante. La ville ne serait pas une cage fixe où les habitants dérivent, elle serait elle aussi dérive dans la forêt vierge et inconnue. Formule simplement poétique, diront les réalistes de tout poil. Précisément, ce sont des formules imagées de ce type qui créent du nouveau et rendent notre présent lourd, ennuyeux, forcément anachronique. Quelles conséquences tirer de telles affirmations et descriptions? La ville, celle chaque jour pratiquée, certes contradictoirement, se constitue à partir d'un centre. Monocentrisme, monocéphalisme. Le centre est ce lieu particulier, tout à la fois inséparablement concret, topos et abstrait, ce qui, logiquement, fait et assure la centration, qui s'annule en tant que lieu, utopos, se sépare des autres dont pourtant il faisait partie, les entoure, et après s'être séparés, les ordonne. Le centre fonctionne, eu égard au champ spatial et urbain, comme un équivalent général. Les dispositifs de pouvoir, en leur mode concret de localisation, lieu de pouvoir, espace pratique des effectuations et reconductions du pouvoir et de ses éléments constitutifs, s'exposent, se représentent dans le centre pour la ville, dans la capitale pour l'État. Pullulent les études anciennes ou récentes de sociologie ou d'économie qui le montrent et le démontrent. Soumis à l'extériorité totalisatrice qui les fonde discursivement et topographiquement, centre et capitale expriment l'acceptation du même, de la loi du semblable et de l'un, U majuscule, expression privilégiée de la pseudo-cohérence, de la pseudo-homogénéité, de la pseudo-identité, enfin. Cette extériorité fait coexister, en les vidant de toute particularité, les fragments pluriels, présente à la conscience spontanée du consommateur passif d'espace l'ultime strate d'une histoire, et enfin gomme et nettoie les contradictions, les impossibilités, les antagonismes. C'est exactement le même procès à l'œuvre que celui que Marx isola à propos de la force de travail dans le capitalisme, qui est occultée dans la sphère de la circulation, basée sur les longs détours de l'échange. On voit à rebours ce que cet urbanisme unitaire et ses dérives expérimentales introduisent. Adviennent des espaces particuliers, diversifiés, pluriels, qui n'ont d'existence et de consistance que par et dans les volontés et les désirs des dérivants, c'est-à-dire ceux qui dérivent. Les espaces de l'UU sont sans représentation topogéographique, puisqu'ils ne sont que les traductions toujours brouillées et éphémères des motions de volonté et de désir de chacun. À l'universalité de l'équivalent, ce fonctionnaliste et utilitariste s'oppose et tend à se substituer la particularisation ambiguë de l'expérience de la dérive. Espaces hétérogènes,
et l'identité spatiale elle-même, fondatrice de l'objectivité géographique, se perd ou mieux s'indétermine. La réversibilité des cheminements s'annule, voire se neutralise. A, B, comme trajet, n'égale plus B, A, le retour en arrière. C'est une espèce d'espace privé, subjectif pourrait-on dire, une sorte de ville qui ne se conjugue plus que par le particulier, qui se découvre infini dans cette UU et sa dérive passionnelle. Le monocentrisme et le monocéphalisme sont attaqués de front. Voilà aussi l'enjeu de cette lutte des situationnistes devenus urbanistes par nécessité révolutionnaire. Doit-on détruire Notre-Dame de Paris? Terminons par une référence, gageons qu'elle surprendra, à ces chefs-d'œuvre du Moyen-Âge que sont les cathédrales. Une image choc trouvée par nos jeunes gens fera rupture. Les cathédrales ont une profonde, disent-ils, réalité psychofonctionnelle. Ils précisent, je les cite, « La cathédrale a été la réussite unitaire d'une société qu'il faut bien appeler primitive, enfoncée beaucoup plus loin que nous dans la misérable préhistoire de l'humanité. » Suit une étonnante remarque. La voici. Les architectes situationnistes, eux, cherchent à créer, à l'époque même des techniques qui ont permis le fonctionnalisme, des nouveaux cadres de comportement délivrés de la banalité aussi bien que de tous les vieux tabous, sont absolument opposés à l'édification et même à la conservation de bâtiments religieux avec lesquels ils se trouvent en concurrence directe. L'urbanisme unitaire rejoint, ajoutait-il, objectivement les intérêts d'une subversion d'ensemble. Les cathédrales, en leur temps, ont su réaliser ce que les situationnistes aujourd'hui veulent à nouveau obtenir. Produire une œuvre unitaire, c'est-à-dire art plus technique plus science, à forte valeur influentielle. Il s'agit d'atteindre, je les cite, au-delà de l'utilitaire immédiat, un environnement fonctionnel passionnant. Les urbanistes du XXe siècle devront construire des aventures. L'acte situationniste le plus simple consistera à abolir tous les souvenirs de l'emploi du temps de notre époque. Les cathédrales constituent une concurrence directe, selon leurs mots, avec le projet de l'UU. D'où cette question qui est loin d'être aussi naïve qu'on pourrait le supposer. Faut-il, dans un moment révolutionnaire, détruire la cathédrale de la capitale, Notre-Dame de Paris? Le débat n'est pas nouveau. Il fut à l'ordre du jour précisément de la Commune de Paris. Dans le texte cité, daté de 1959, la réponse est déjà donnée. S'opposer à la conservation des bâtiments religieux, donc par déduction, accepter de détruire Notre-Dame. Le 18 mars 1962, l'IS fera paraître 14 thèses sur la commune, signées Debord, Cottagny et Vanneguem. La question des cathédrales s'y trouve reposée et développée dans la thèse numéro 10. On sait que des incendiaires au dernier jour de la commune venus détruire Notre-Dame se sont heurtés au bataillon armé des artistes de la commune. Lisons la position de l'IS. Cette anecdote est riche de sens. Pourquoi ? Elle est un bon exemple de démocratie directe. Elle montre aussi plus loin les problèmes encore à résoudre dans la perspective du pouvoir des conseils. Ces artistes unanimes avaient-ils raison de défendre une cathédrale au nom des valeurs esthétiques permanentes et finalement de l'esprit des musées, alors que d'autres hommes voulaient justement accéder à l'expression ce jour-là en détruisant par cette démolition leur défi total à une société qui, dans la défaite présente, rejetait toute leur vie au néant et au silence. Les artistes partisans de la commune, agissant en spécialistes, se trouvaient déjà en conflit avec une manifestation extrémiste de lutte contre l'aliénation.
La position des trois rédacteurs ne fait pas de doute. Accepter de détruire Notre-Dame, c'est accepter un acte total qui touche à la totalité présentifiée de l'aliénation. Je les cite, il faut reprocher aux hommes de la commune de n'avoir pas osé répondre à la terreur totalitaire du pouvoir par la totalité de l'emploi de leurs armes. Savoir opposer au totalitaire la totalité d'une puissance en révolution. Détruire Notre-Dame, c'était abattre une concurrence redoutable, une réalisation unitaire déjà advenue. Parce qu'elle signifiait cette réussite totale, elle devait être combattue et anéantie. Les monuments et l'espace urbain ne sont pas neutres, jamais. La thèse numéro 10 se conclut ainsi, je cite, le mot « ceux qui font des révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau » explique aussi le silence de Saint-Just. Pour les trois rédacteurs, brûler Notre-Dame, c'était accomplir l'histoire et non plus la subir, la supporter ou en rêver. Doit-on en conclure que détruire Notre-Dame aurait été un premier moment d'une pratique qui vise l'urbanisme unitaire et qui veut assurer l'oubli pour que la révolution enfin soit? Je cite, « Le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image », dit Debord dans sa 34e thèse sur la société du spectacle. Faut-il en déduire qu'aller aujourd'hui jusqu'à détruire Notre-Dame serait une preuve réelle que le passé n'a plus d'histoire parce que la vie est devenue possible? L'image de Notre-Dame serait détruite entraînant dans sa chute le spectacle et le capital qu'il a gélifié. Rouvrons la question que ces jeunes gens et ces jeunes filles, il y a près de 60 ans, surent poser avec une telle pertinence. Acceptons que la question soit posée dans des mots, et sans aucune pratique concrète, évidemment, à en déduire. Acceptons donc ces thèses pour ce qu'elles sont, des fulgurances poétiques.